C'est lors du 7e jour de convalescence que la trahison vint. La louve grise dormait d'un sommeil lourd et fiévreux, et Caël rassembla la meute à l'écart. Il ne parla pas fort, c'était plus dangereux ainsi. Les mots murmurés entrent plus profondément que les mots criés. Il dit que la louve grise avait agi courageusement, et cette reconnaissance-là était sincère, on pouvait l'entendre. Mais il dit aussi que le courage n'était pas le pouvoir, que la meute avait besoin d'un chef fort, visible, que les autres clans respecteraient, que lui, Caël, fils de l'ancien chef, portait cette légitimité dans son sang. Dinor, un autre loup puissant, ex-prétendant au trône après la mort du vieux chef, approuva d'un grognement. 2 des loups hésitèrent. Ce fut l'ancienne qui répondit. Elle s'avança lentement, ses pattes tremblantes sur la terre froide, et elle regarda Caël avec ses yeux ambrés, qui avait vu plus de choses que tous les autres réunis. Tu parles de légitimité. Mais dis-moi, fils du vieux chef, qui a repéré les itinéraires de repli? Qui a caché les vivres? Qui a senti les ours avant qu'ils n'arrivent? Qui a reçu le coup de griffe qui t'était destiné? Caël ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. Le silence dura longtemps. Dinor était perplexe. Les 2 loups qui avaient hésité baissèrent la tête. Et quelque chose se passait sur le visage de Caël que l'on aurait eu du mal à nommer. Ce n'était plus de la colère, ce n'était plus de l'orgueil. C'était la honte de celui qui réalise qu'il a eu tort. La louve grise était réveillée. Elle avait tout entendu depuis sa couche de mousse et d'écorce, les yeux mi-clos, la respiration lente. Elle attendit que Caël soit seul, puis elle vint le rejoindre au bord du ravin, là où le vent portait l'odeur des terres perdues du bas. Elle s'assit à côté de lui, pas en face, à côté, et regarda avec lui la forêt dans la lumière froide du soir. Je sais ce que c'est, de grandir en portant le nom de son père, comme un fardeau qu'on aime. Caël, quand il parla, avait perdu la dureté de sa voix. J'aurais dû écouter. Pour les ours. Je ne t'ai pas laissé ta chance. Est-ce que tu me laisses la mienne, maintenant? La louve grise le regarda enfin. Dans ses yeux gris pâles, qui voyaient ce que les autres ne voyaient pas, il y avait quelque chose qui n'était pas de la pitié, ni du triomphe, de la confiance. Simplement cela. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient encore, c'est que la forêt, dans ses hauteurs, avait ses propres lois, et que le territoire où ils s'étaient installés provisoirement n'était pas libre. Les Lycaons vivaient là depuis des générations. Un clan entier, rapide, silencieux, organisé avec une précision que même les loups n'atteignaient pas. Ils chassaient en meute serrée, communiquaient en sons aigus que la forêt dispersait, et ils n'acceptaient pas l'intrusion. Ils avaient laissé passer les premiers jours, observant de loin ces étrangers blessés qui s'installaient sur leur terre. Puis, leur patience avait eu une fin. La louve grise était seule ce matin-là. Elle longeait le bord est du territoire, comme elle faisait souvent, cette habitude de marcher les lisières, d'en lire les signes. Elle entendit d'abord une branche, puis le silence. Le mauvais silence, celui qui précède. Ils étaient 7. Elle le comprit avant de les voir, à l'odeur, au frémissement de l'air, à la façon dont les insectes se turent d'un coup. 7 Lycaons, disposés en arc de cercle dans les taillis, qui resserraient lentement leur piège. Elle ne cria pas. Elle ne chercha pas à se battre. 7 contre 1,
blessé au flanc, c'était une équation que même le courage ne résout pas. Elle courut. La forêt défilait autour d'elle dans un vacarme de branches et de terre battue. Elle connaissait ces chemins mieux que quiconque. Elle les avait tous appris dans ses nuits de veille pour exactement ce genre de moment. Mais les Lycaons connaissaient leur propre forêt encore mieux. Ils la rabattaient méthodiquement, la coupant de chaque itinéraire qu'elle tentait. Elle arriva au bord de la falaise sans l'avoir voulu. La pierre grise surplombait un vide de 40 pieds. Et en bas, loin en bas, la grande rivière courait dans son lit de rochers, rapide et froide comme un couteau. Les Lycaons s'arrêtèrent à 3 longueurs d'elle. Ils n'avancèrent plus. Ils attendirent, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. La louve grise regarda en bas. Elle regarda la rivière. Elle regarda les Lycaons. Et elle sauta. Il y a des instants où la vie ne laisse qu'une seule porte. Le courage, c'est de la prendre. Elle tomba longtemps, assez longtemps pour penser à la meute, au louveteau, à Kaël, à l'ancienne. Puis, l'eau la prit, une mâchoire froide et brutale qui l'engloutit entière et l'emporta dans le courant, comme une feuille morte. Elle survécut. On ne sait pas bien comment. Peut-être parce que la forêt ancienne n'avait pas encore fini avec elle. Peut-être parce que ceux qui ont quelque chose à accomplir ne se noient pas facilement. Elle se débattit contre le courant avec ce qui lui restait de force, qui n'était pas grand-chose. Les rochers la heurtèrent, le froid mordit ses muscles. La rivière l'aspira plus d'une fois vers le fond. Et puis, le courant la déposa sur une berge de sable gris, à un long détour en aval, comme on dépose quelque chose dont on n'a plus l'usage. Elle resta là, sur le sable, les pattes dans l'eau peu profonde, à respirer. Juste à respirer. À la tanière, on attendit. Puis, on s'inquiéta. Puis, la panique s'installa. Silencieuse d'abord, la panique des meutes qui ne veulent pas montrer qu'elles ont peur. Puis, de plus en plus visible, de plus en plus urgente. Kaël prit la tête des recherches, sans que personne ne lui demande. Il répartit la meute en groupes, attribua les secteurs, établit des points de ralliement. Il travaillait vite, précisément, sans gaspiller un mot. Dinor lui-même, qui n'obéissait qu'à contre-cœur depuis le début, obéit ce jour-là sans broncher. Parce que ce n'est pas le moment de la fierté. Ils la cherchèrent tout le jour, et toute la nuit, et le lendemain encore, remontant les cours d'eau, fouillant les berges, appelant à voix basse pour ne pas alerter les Lycaons dont ils avaient compris la présence hostile. Ce fut Kaël qui la trouva. Il la trouva échouée sur le sable gris, à peine consciente, le pelage alourdi d'eau et de vase, le flanc blessé, rouvert par les rochers. Il resta un moment immobile devant elle, ce grand loup puissant et orgueilleux qui avait voulu prendre sa place. Et quelque chose sur son visage que nul n'avait jamais vu apparut. Une peur nue, sans armure, la peur de ceux qui réalisent ce qu'ils auraient pu perdre. Il la ramena sur son dos, tout le chemin jusqu'à la tanière, sans la poser une seule fois. Elle mit 2 jours à parler. Quand elle put le faire, elle leur raconta tout. La traque, le bord de la falaise, le seau, la rivière. La meute l'écouta dans le silence absolu de ceux qui mesurent l'ampleur de ce qui a failli advenir. Kaël, quand elle eut fini, se leva. Et dans sa voix, il y avait cette chose rare chez lui, la rage contenue de celui qui veut agir,
mais qui a appris à réfléchir avant. Nous ne pouvons pas vivre ainsi. Une épée suspendue au-dessus de nos têtes. Les louveteaux grandissant dans la peur. Que faisons-nous? Il la regardait. Ce n'était plus la question du rival cherchant à prendre le pouvoir. C'était la question de celui qui fait confiance, qui demande, parce qu'il sait que l'autre voit plus loin que lui. La louve grise dit « Donne-moi la nuit. » Et la nuit, elle réfléchit. Elle écouta la forêt, comme elle l'avait toujours fait, ses craquements, ses souffles, ses silences qui parlent. Et au matin, quand la lumière entra dans la tanière par les fissures de l'écorce, elle sut ce qu'elle allait dire. Elle rassembla la meute. Nous irons en guerre. Et cette fois, c'est pour arracher notre droit de vivre sur ce territoire. Kaël esquissa. Ce sourire-là, rare, presque secret, était celui de l'homme qui reconnaît enfin que la femme qu'il a combattue est exactement ce dont il avait besoin à ses côtés. Dinor, pour la première fois depuis longtemps, se redressa avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté collective. Il dit « Alors, je pars en repérage dès l'aube. » Et il le fit. Toute la journée, Dinor parcourut les abords du territoire des Lycaons, seul, silencieux, comptant les entrées, les sorties, les gardes, les habitudes. Il revint au crépuscule avec tout ce dont la meute avait besoin pour frapper juste. Cette nuit-là, la meute frappa. Ce fut bref, précis, violent comme un orage de printemps. Ils entrèrent dans l'antre des Lycaons par 3 côtés simultanément. Kaël sur la gauche, Dinor sur la droite, la louve grise au centre, blessée mais présente, parce qu'une chef ne demande pas à ses loups de risquer ce qu'elle ne risque pas elle-même. Les Lycaons, surpris dans leur propre forteresse, furent débordés. Plusieurs tombèrent, plusieurs reculèrent. Le chaos dura le temps d'une poignée de respiration. Et alors que Kaël se préparait à frapper un Lycaon à terre, la louve grise posa sa patte sur son épaule. Elle s'approcha du Lycaon abattu. Elle le regarda longuement, cet ennemi à terre, cette créature qui l'avait traqué jusqu'au bord du vide. Puis elle parla. Et sa voix était aussi froide et claire que la rivière qu'il avait failli emporter. Va dire à tous les autres de ton clan que ce territoire nous appartient aussi. Et nous répondrons si un des nôtres est encore attaqué. Elle fit signe à la meute de se replier. Et ils rentrèrent, pas en fuyant, pas en vainqueur bruyant, mais en meute qui a dit ce qu'elle avait à dire et n'a pas besoin d'en dire davantage. Depuis ce jour-là, aucune attaque n'eut lieu entre les 2 clans. Les Lycaons restèrent de leur côté, les loups du leur. Et la forêt ancienne, qui avait tout observé, enregistra cette frontière dans sa mémoire, comme elle enregistrait toutes les lois que les vivants se donnaient sous ses branches. Les lunes passèrent. La meute de 7 devint 10, puis 15, puis 25. D'autres loups vinrent, des solitaires flairant la cohérence de ce groupe depuis les lisières, des familles dispersées par d'autres catastrophes, des jeunes sans attache cherchant quelque chose à quoi appartenir. La louve grise les accueillit tous, les évaluant non pas à leur force, mais à leur nature, ce qu'ils portaient au fond d'eux, ce dont ils étaient capables quand ils n'avaient plus peur. Mais la prospérité apporta son propre problème, comme la prospérité le fait toujours. Le territoire provisoire des hauteurs ne suffisait plus. Les zones de chasse étaient épuisées, les proies rares, les louveteaux plus nombreux et plus affamés. Et en bas, dans la vallée riche qu'ils avaient bâtie année après année,
Les ours noirs prospéraient, épanouis, enracinés, ne pensant plus à repartir vers le nord. La meute se réunit. Les voix s'élevèrent, certaines pour la guerre, d'autres pour la fuite, d'autres encore pour l'attente. Mais toutes les options menaient quelque part où des loups mouraient. Si nous restons, la faim nous prend. Si nous attaquons de front, les ours nous broient. Si nous fuyons, nous ne sommes plus une meute. Nous sommes des vagabonds. La louve grise écouta tout. Elle laissa chaque voix se vider, chaque peur se dire. Puis elle demanda qu'on lui laisse la nuit. Et la nuit, elle marcha jusqu'au doyen, ce vieux chêne qui avait pleuré sa sève noire pour annoncer les ours, des saisons entières auparavant. Elle s'assit au pied de son tronc et elle réfléchit. Pas avec sa tête seulement, avec tout ce qu'elle était. Tout ce que la forêt lui avait appris depuis qu'elle était petite. Au matin, elle avait son idée. Folle, peut-être. Géniale, certainement. Dangereuse, sans aucun doute. Mais c'était la seule qui ne dépendait ni de la force brute, ni de la chance aveugle. C'était une idée qui dépendait de quelque chose de plus solide que les deux. La compréhension de ce à quoi tient vraiment un être, même le plus puissant. Les ours tenaient à leurs oursons. Elle exposa son plan à la meute dans le petit matin froid. Les louveteaux dormaient encore. Les adultes l'écoutèrent, d'abord incrédules, puis silencieux, de cette façon particulière des gens qui comprennent qu'on vient de leur montrer quelque chose qu'ils n'auraient pas vu eux-mêmes. Kaël demanda : « Comment pourrions-nous être sûrs qu'ils ne reviendront pas à la charge pour se venger ?» La louve grise répondit : « Rien n'est sûr dans la vie. Mais la peur de l'échec ne devrait pas nous décourager d'essayer. » Une nuit sans lune fut choisie, celle où même la forêt ne voit pas. Les meilleurs d'entre eux partirent, Kaël, Dinor et 4 autres que la louve grise avait choisis pour leur agilité, leur silence, leur sang-froid. Elle-même resterait, pas par peur, mais parce que la meute ne pouvait pas perdre sa chef et ses meilleurs guerriers dans la même nuit. Ils entrèrent dans l'antre des ours, comme des ombres dans de l'ombre. Les ours dormaient du lourd sommeil de ceux qui ne se croient menacés par rien. Les oursons furent emmenés un à un, doucement, sans les réveiller. En 1 heure, c'était fait. En 2 heures, ils étaient loin. L'aube trouva les ours noirs dans une rage terrifiante. Mais les oursons n'étaient nulle part. Ils apprirent ce que les loups avaient fait. Malgré la colère, ils ne pouvaient rien faire, car ils ne savaient pas où les loups avaient caché leur progéniture. Ils optèrent alors pour la diplomatie, le calme et la négociation. Les délégations se rencontrèrent sur la lisière neutre entre les 2 territoires. 3 ours, 3 loups, la louve grise en tête. Les ours étaient grands comme des falaises et tremblaient de furie retenue. La louve grise les laissa venir. Elle attendit qu'ils soient assez proches pour voir ses yeux. Puis, elle parla. Elle leur dit que leurs oursons étaient sains, nourris, en sécurité. Elle leur dit qu'ils pourraient les récupérer. Il n'y avait qu'une seule condition. Le clan des ours noirs retirait ses pattes du territoire du bas et retournait dans le nord, d'où la sécheresse les avait chassés. La pluie était revenue, là-bas. Elle l'avait sentie dans le vent. Leur forêt renaissait. Il était temps de rentrer chez eux. Le chef des ours la regarda longtemps, longtemps. Dans ses petits yeux sombres, on pouvait lire la fureur, le calcul, l'orgueil blessé. Et derrière tout cela, l'amour d'un père pour ses enfants,
qui est la même chose chez les ours que chez les loups, que chez tous les êtres qui vivent sous les arbres. Il dit « D'accord. Et avant que les délégations ne se séparent, la louve grise ajouta une dernière chose. Sa voix n'avait pas monté. Elle n'avait pas besoin de monter pour que les mots entrent. Si vous tentez un jour de revenir vous venger ou de nous faire du mal, nous répondrons. Et la prochaine fois, vos oursons mourront. » Les ours partirent vers le nord, 3 jours plus tard, leurs oursons retrouvés, sans un regard en arrière. La meute redescendit dans la vallée, dans ses tanières anciennes, dans ces zones de chasse qu'elle connaissait depuis toujours. Elle rentra chez elle, sans effusion de sang, sans blessé, avec toute la dignité de ceux qui ont gagné sans avoir eu à détruire. Les ours ne revinrent plus jamais sur le territoire de la louve grise pâle, chef de meute. Et toute la forêt sut, ce jour-là, qu'elle était née pour diriger. Ce fut peu après le retour sur le territoire des ancêtres que l'ancienne, la vieille louve au pelage noir, s'éteignit. Elle mourut doucement, un matin d'hiver, les yeux ambrés grands ouverts sur la forêt qu'il avait vue naître, le museau posé sur ses pattes de devant, au pied du doyen, comme si elle avait simplement décidé que c'était là, et maintenant, que l'heure était venue. La louve grise resta longtemps auprès d'elle. Elle lui dit des choses à voix basse que la forêt seule entendit. Et le doyen, le vieux chêne qui avait pleuré sa sève noire pour annoncer le danger, mit 2 nouvelles pousses ce printemps-là. On n'en avait jamais vu sur un arbre aussi vieux, comme si la forêt, à sa façon ambiguë et silencieuse, acquiesçait. C'est Kaël qui vint la trouver, un soir d'automne où la forêt flambait de ses couleurs les plus folles. Il s'assit à côté d'elle. À côté, pas en face. Et il dit simplement « Je voudrais que tu sois la mère de mes enfants. » La louve grise l'avait regardé longuement. Elle avait regardé cette loup qui avait voulu la détrôner, qui avait murmuré dans son dos, qui l'avait ramenée sur son dos depuis la berge de sable gris sans la poser une seule fois. Cette loup qui avait appris, à force de défaite et d'humilité, à être quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance. Et elle avait pensé qu'il n'y avait pas de plus bel arc dans une vie que celui-là. Partir de l'orgueil et arriver à la grâce. Elle avait dit oui. Leurs louveteaux naquirent au premier printemps suivant. 3. 2 grises aux yeux dorés. Elle tenait d'elle, de cette brume cousue dans le pélage, et un blanc aux pattes larges comme son père. La grande meute était là pour les accueillir. Pas 7 loups, pas 25, davantage encore au fil des saisons. Une meute qui chassait ensemble, veillait ensemble, pleurait ensemble ses morts et célébrait ensemble ses naissances. L'une des meutes les plus prospères que la grande forêt ancienne n'ait jamais connue. Les louveteaux grandirent dans les 2 langages, celui de la force, que leur père leur enseigna sur les terrains de chasse, et celui de l'écoute, que leur mère leur transmit au pied des grands arbres, la nuit, quand la forêt parle. Et quand vint le jour où la louve grise et Kaël passèrent la main, car même les grandes chefs savent que le meilleur cadeau qu'on puisse faire à ce qu'on a bâti, c'est de lui laisser continuer sans vous. Ils partirent ensemble vers les lisières hautes, là où la forêt ancienne touche le ciel. On dit que certaines nuits, quand le brouillard monte des sous-bois et que les jeunes loups apprennent à écouter la forêt, on peut voir 2 silhouettes gris pâles marcher lentement entre les arbres, et que les arbres, ce soir-là, se penchent un peu plus que d'habitude.